9h23 sur TV Finance et Boursorama et on refait la semaine économique avec Philippe Bechade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors on va parler cette semaine du formidable mois de janvier qu'on a connu sur les marchés avec des scores boursiers très très hauts. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une telle variation entre une fin d'année qui a connu deux corrections et puis ce rallye de début d'année? Ce rallye, en fait, quand on regarde sur un graphique, on voit un exemple parfait de ce qu'on appelle un V-bottom, donc rebond en V, amorcé le 24 décembre dernier. Alors 24 décembre, c'était pas un cadeau, mais ce qui a suivi, c'est presque le scénario parfait. C'est plus de 10% de rebond pour le CAC 40 depuis les planchers. C'est 17% de rebond pour le Nasdaq. Nasdaq qui hier en séance, aux alentours de 19h, affichait exactement 10% depuis le 1er janvier, quand on était passé au-delà des 7300 points. C'est une performance comme on n'en a pas observé depuis, je crois, février-mars 2016. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, inversion complète de la psychologie des opérateurs. Alors, pas au départ, parce qu'on se dit c'est un rebond de chat mort, peut-être, pour de nouveau attaquer une vague de baisse. Et puis, d'un seul coup, quand on commence à gagner 7-8%, d'un seul coup, ceux qui n'ont pas acheté parce qu'ils n'y croyaient pas sont obligés d'y aller, et là, d'y aller, comme on dit, un petit peu à tout prix. Donc, on est dans un contexte où tout monte, pas seulement les actions, mais aussi les marchés obligataires. On a des taux qui ont atteint des niveaux qu'on avait pu observer depuis l'été dernier. On est redescendu à moins de 0,15 sur les Bunds allemands. On est à 0,55 sur nos OAT. Tout monte depuis le 1er janvier, en fait. Donc voilà, c'est des phénomènes de flux, et on peut évidemment pas rapprocher ça d'une actualité macroéconomique. Oui, c'est ça. Enfin, les analystes, c'est ce qu'ils disent, c'est que de plus en plus, c'est lié à des variations microéconomiques, à des variations peut-être d'entreprises, en ce moment des résultats exceptionnels des GAFA, notamment. Mais sur le fond, la politique la guerre commerciale, ce n'est pas encore arrangé. En Europe, c'est pas très beau non plus. Donc c'est plus des variations microéconomiques. Je dirais, c'est vraiment des phénomènes de flux. Or, quand il y a un flux, on n'entend plus du tout l'actualité et on ne considère plus les données macroéconomiques. Ces données-là sont pourtant aujourd'hui d'une clarté absolue. Ralentissement chinois, ralentissement allemand, à une croissance passée de 1,8 à 1% en l'espace de 6 mois. La consommation en Allemagne qui plonge littéralement au mois de décembre. Au mois de décembre, vous vous rendez compte, moins 4,8 en séquentiel par rapport à novembre. Voilà, moins 2 par rapport à décembre 2017. Et en plus de ça, comme vous dites, sans les gilets jaunes, parce que les moins 4,5% de consommation, c'est ce qu'on nous promettait. Le petit commerce allait fermer en centre-ville, les grandes surfaces, il n'y a plus un caddie qui allait en sortir. Enfin, on nous a raconté absolument n'importe quoi. Et le fait est que la consommation en France s'est maintenue, et que si effectivement c'était difficile en centre-ville les samedis, les autres jours de la semaine, les commerçants se sont bien rattrapés. Donc il ne s'est pas passé grand-chose en France, ça se passe en Allemagne. Pourquoi? Parce que l'Allemagne est exposée à la Chine. Donc ces espèces de choses absolument énormes, ces éléphants dans le corridor, le marché ne les voit plus. Monsieur Trump, les nouvelles sont toutes fraîches en ce qui concerne les négociations avec la Chine, nous annonce hier qu'on aura probablement trouvé un accord d'ici le 1er mars, mais pour l'instant tout n'est pas encore écrit. Donc on peut réserver des surprises. Donc quand le marché ne voit pas les fondamentaux ou ne focus que ce qui peut justifier la tendance, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver a posteriori l'explication de la hausse de la tendance, aujourd'hui on a effectivement quelques bons trimestriels, ça c'est vrai, mais n'oublions pas de dire que les estimations ont été largement sous-évaluées. Parce que d'abord elle est un petit peu réaliste, les choses vont un peu moins bien, mais derrière on se dit, et en plus de ça, si les résultats sont bons, il y aura un effet, comme d'habitude, de ravissement. Donc là, on est en train de sous-évaluer aussi 2019 en disant on va peut-être s'attendre au pire pour après avoir peut-être une bonne nouvelle l'année prochaine.
peut-être qu'on est un peu trop pessimiste sur la conjoncture 2019. Néanmoins, quand on regarde la structure des marchés obligataires, on voit par exemple hier les taux longs se détendre aux États-Unis une nouvelle fois avec de mauvais chiffres. Là hier, on a eu l'immobilier, on a eu des choses comme ça qui étaient vraiment pas. Et puis le sentiment des consommateurs qui a dévissé. Donc on est raisonnablement prudent. Mais qu'est-ce que nous disent les marchés obligataires? Hier, c'est carrément le 7 ans dont le rendement a basculé à son tour sous le 1 an. C'est-à-dire que l'inversion de la courbe de taux, elle est de plus en plus générale. Voilà. Et ça, c'est une configuration évidemment très récessionniste. Et là, on ne peut plus nous dire les taux s'inversent ou les taux se détendent parce que, regardez, ça va tellement mal sur les actions que tout le monde vient chercher refuge sur l'obligataire, naturellement, flight to quality. Mais non, là, les actions, elles viennent de reprendre 15% aux États-Unis. Donc là, si les taux baissent, c'est pas parce qu'on se fasse réfugier sur l'obligataire. Les taux baissent bien parce que cette fois-ci, on est dans une anticipation de récession qui est peut-être, alors j'en suis d'accord, elle est peut-être erronée. Enfin, historiquement, les marchés obligataires se sont rarement trompés. Et alors, l'annonce de la Fed cette semaine, est-ce qu'elle était attendue? Est-ce que c'est une pression du président américain? Il y a probablement un petit peu de ça. Alors Jérôme Powell, contrairement à Ben Bernanke ou Janet Yellen, c'est pas un des cadres de la Fed, un universitaire un petit peu éthéré. C'est quelqu'un qui est probablement plus réceptif aux coups de pression que peut mettre Donald Trump, c'est évident. Et le discours s'est complètement retourné. En l'espace de 3 mois, on est passé de croissance robuste, alors petit souci peut-être au niveau de la guerre commerciale, mais c'était la seule ombre au tableau. Et encore, s'il y avait un risque de ralentissement, ça venait pas de l'économie, ça venait de Trump. Bon, Trump riposte en disant Powell c'est un imbécile, il va nous péter la croissance, etc. Et aujourd'hui, on a un discours qui est des nuages à l'horizon, des signaux contrariens, on ne time plus la prochaine hausse de taux et on change complètement d'approche sur la réduction du bilan. On se dit que oui, il faut se montrer souple, voire peut-être envisager de mettre ça en pause. Donc on serait passé l'année dernière de 450 milliards de reventes d'actifs à peut-être plus rien à compter du milieu de l'année. Enfin voilà. Et, alors peut-être que la Fed est pragmatique et se dit que oui, l'économie est ralentie, mais dans son calendrier, c'était prévu d'aller bien au-delà en termes de taux, pour ensuite disposer des marges de manœuvre pour justement lâcher bien sur les taux lorsqu'il faudra donner un coup de pouce à l'économie. Et là, qu'est-ce qu'elle a la Fed, elle a 2,25 devant elle, ce qui est rien par rapport à un risque de récession. Donc on continue les produits dopants pour les marchés financiers et puis on verra bien plus tard. Ah oui, et puis alors la grosse seringue, elle sort maintenant de la poche de Jérôme Powell, mais aussi de Mario Draghi. Parce que qu'est-ce que c'est que évoquer le TLTRO et dire en plus de ça, c'est un instrument efficace. Si on n'a pas l'intention de s'en servir, on n'en parle pas et on fait pas l'apologie d'un instrument qui en fait c'est quoi? C'est juste rajouter de la dette ou c'est juste mettre de l'argent pour permettre à ceux qui ne peuvent pas rembourser leur dette de le faire. Ça s'appelle de la cavalerie, mais le marché adore. Et alors, cette semaine, on en a parlé tout à l'heure, la croissance allemande qui ralentit, le président de la Bundesbank qui s'est exprimé et on a l'impression qu'à chaque semaine, son lot de nuages noirs. La semaine dernière, on avait eu FMI. Là, c'est donc Jens Weidmann qui annonce que la croissance de l'économie allemande va ralentir peut-être plus longuement et plus fortement que prévu. Déjà, est-ce que ça peut avoir un impact sur la France parce qu'on est quand même leur principal partenaire commercial? Mais oui, c'est bien ça le problème. Quand le consommateur allemand, comme on le disait tout à l'heure, décide d'un seul coup, en pleine période de Noël, de cadenasser son porte-monnaie, il faut quand même savoir qu'il y a une bonne partie de ce qui se vend en Allemagne qui vient de France. Bon, le
le cycle industriel, il était évidemment arrivé à un zénith peut-être début 2018. On est déjà sur un ralentissement et on a bien compris que même si en Chine finalement c'est stabilisé par une politique monétaire complètement laxiste, l'autre problème c'est qu'une fois que M. Trump en a fini avec la Chine, il va s'attaquer à l'Europe et au principal exportateur et celui qui a le plus d'excédents vis-à-vis des États-Unis, c'est l'Allemagne. Et donc derrière, c'est nous, c'est l'Italie, autre grand sous-traitant de l'Allemagne. Et puis après ça, il y aurait tous les pays Europe, Est. Comment est-ce qu'on peut se préparer alors à cette future salve de négociation ? Pour l'instant, M. Trump étant tellement imprévisible que moi je ne peux pas vous dire comment il va s'attaquer à l'Europe. Mais il est clair qu'il a une stratégie dont on a très bien compris comment elle fonctionnait. C'est diviser pour mieux régner. Et aujourd'hui, des divisions en Europe, il y en a pas mal, il y a pas mal de leviers sur lesquels il peut jouer pour brouiller la France et l'Allemagne. Brouiller la France et l'Italie, c'est déjà fait. Les relations n'ont jamais été pires en 50 ans. Enfin, je suis désolé de le dire, mais enfin, la France, aujourd'hui, elle est fâchée presque avec tout le monde. Quasiment. Enfin, on n'a jamais vu une diplomatie française être autant critiquée de l'étranger. Ce qu'on ne sait pas, parce que quand on lit les médias français, on ne voit pas très bien à quel point la France n'est pas aujourd'hui un pays apprécié. Mais moi qui me déplace beaucoup à l'étranger, j'ai jamais vu la France être aussi mal considérée depuis l'étranger. Donc il y a eu un état de grâce au moment de l'élection d'Emmanuel Macron et c'est vite redescendu, c'est ça que vous... Très vite, alors très vite vis-à-vis des États-Unis. Oui. Les Américains n'ont pas pardonné la tirade de M. Macron à la tribune de l'ONU contre l'isolationnisme américain, etc. Alors même si les Américains n'aiment pas tous Donald Trump, ils n'aiment pas que quelqu'un vienne leur faire la leçon sur leur sol. L'Italie, j'en parle pas. Les relations Macron-Merkel, ma foi, Madame Merkel, c'est plus elle vraiment le patron. Et puis elle peut plus vraiment décider, mais ça n'empêche pas M. Macron de continuer à dire aux autres dirigeants allemands, alors aussi bien au SPD qu'à la CDU, CSU, il faut faire une Europe plus fédérale, il nous faut un ministre des Finances, etc. Alors Merkel n'en voulait pas, mais peut-être qu'en la forçant un peu, elle aurait peut-être pu dire oui, mais les autres aujourd'hui, ceux qui vont lui succéder, ils sont encore plus hostiles à cette idée, et M. Macron insiste, ça passe pas. Donc aujourd'hui, la France est complètement isolée, et ça, M. Trump le sait, et je pense qu'il ne va pas nous faire de cadeaux. Ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Merci en tout cas, Philippe Bechade. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de La Bourse au quotidien.